Je dirais sur les conditions de travail, il y en a un qui m'a marqué parce que j'ai réalisé un projet, je suis pas habilité secret défense. J'ai fait un projet pour une boîte, une grosse boîte française pour laquelle je ne pouvais pas travailler en direct, donc j'ai travaillé pour un sous-traitant et j'ai jamais su sur quoi je bossais. Bonjour à tous. Avant de commencer le podcast, petit instant, publicité. Je viens de lancer mon site internet dont je suis super fier, c'est lilianalvarez.com. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, je vous invite à consulter la partie blog de mon site dans laquelle je partage plein de petites anecdotes qui me sont arrivées et de conseils pratiques et d'enseignements dont j'ai tiré de chacune de mes expériences. Si vous souhaitez encore aller plus loin aussi, j'ai lancé une formation dans laquelle je vous accompagne individuellement pour que vous évitiez de faire des erreurs qui pourraient complètement faire foirer votre carrière de freelance. Je fais aussi intervenir au sein de la formation un avocat et un expert comptable pour toutes les questions un peu plus techniques qui se posent lorsqu'on se lance ou même au cours de notre carrière, telles que comment gérer un conflit avec un client, comment contractualiser sa relation avec le client, quid aussi de la fiscalité, etc. et de tous ces sujets. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, donc c'est lilianalvarez.com/formation. Mon temps n'étant pas extensible, malheureusement, j'ai limité le nombre de places au sein de la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ça rapidement pour qu'on parle un petit peu de votre projet. Moment pub terminé, on retourne au podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Florent Pillet, actuellement freelance iOS, macOS et Android. C'est un titan du développement logiciel, il est speaker, auteur de plusieurs livres de développement et a plus de 30 ans d'expérience dans l'informatique. Bonjour Florent. Bonjour Lilian et bonjour à tous. Dis-moi sur quoi tu travailles en ce moment. En ce moment, je travaille sur une appli de réseau social, c'est un petit peu à la mode, un truc avec de la vidéo, donc qui est un petit peu en plein dans le créneau en ce moment du confinement, pour une start-up américaine. D'accord. Tu peux pas nous donner le nom de la startup. Je peux vous donner ni le nom ni les détails sur le produit, Ok, pour ça va. l'instant. Du coup, on en discutait un petit peu avant. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas du tout été impacté par la crise? Alors oui, non, en fait, au départ, je travaille en ce moment plutôt pour des sociétés aux États-Unis. Le projet sur lequel je bossais jusqu'à mi-mars a été mis en pause au moment où les Américains se sont rendus compte que le coronavirus allait les atteindre assez rapidement. Donc ils ont tout gelé. Et au même moment, j'ai démarré un autre projet pour une autre boîte américaine qui, elle, justement, veut profiter de l'occasion pour sortir quelque chose qui correspond à un besoin au moment du confinement. Donc non, j'ai eu la chance d'avoir aucune interruption dans mon travail. J'ai vu sur LinkedIn que ça faisait 17-18 ans que tu étais freelance, Un que tu peu étais à plus ton que compte. ça. Un peu plus que ça. En fait, ça fait 18 ans sur ma situation actuelle. J'ai fait une petite pause de 2 ans et demi en entreprise il y a 18 ans. C'était mon vaccin. Et avant de ça, j'étais déjà 5-6 ans freelance quand j'étais à Paris. D'accord. Donc, tu as connu un petit peu la crise de 2008 lorsque tu étais indépendant. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui sont freelance aujourd'hui et qui vont vivre ça de plein fouet sur comment gérer la situation? C'est pas évident. Quand on est freelance, la première chose à faire, c'est d'être capable de gérer sa trésorerie correctement. Parce que si tu n'as pas de trésorerie d'avance, si tu dépenses tout ce que tu gagnes tout de suite, dès que tu gagnes un petit peu d'argent parce que tu as fait un contrat et que tu es content, le problème c'est que tu vas te retrouver demain dans une situation qui risque d'être j'ai pas de boulot, comment je fais? Voilà. Il faut toujours avoir un petit peu d'avance si c'est possible. Je sais bien quand tu débutes, c'est pas évident. Il faut trouver des clients, voilà, il faut démarrer. Mais après, quand ça roule, quand ça fait plusieurs années que tu es freelance, je pense que tu sais relativement bien gérer ton flux de trésorerie. C'est pas forcément possible pour tout le monde. Et gérer la trésor et gérer le travail, c'est un peu comme gérer une entreprise finalement. Donc tu dois faire du prévisionnel, tu dois réfléchir à l'avenir, tu dois savoir exactement où tu mets les pieds. Et des fois, quand tu as un client qui ne te paye pas, ça peut te poser des problèmes. Ouais, c'est tout à fait vrai. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller quand je discute avec d'autres freelances et à appliquer sur moi-même, c'est de me dire au moins un an de dépenses de côté pour pouvoir parer justement à ce genre de coup dur. Est-ce que tu as une durée, toi, dans laquelle tu dis, OK, bah, il faudrait toujours que j'ai au minimum
tant de mois, tant d'années d'argent de côté pour subvenir à l'ensemble de mes dépenses. Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis un anxieux, donc c'est vrai que si j'ai pas 6 mois devant moi, je me sens pas à l'aise. Je me sens même plutôt en danger. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à mettre les bouchées doubles pour avoir un petit peu d'avance. Après, il y a des situations de vie dans lesquelles tu te retrouves à un moment donné sans forcément beaucoup de trésorerie d'avance. C'est le cas, voilà, tu as un peu de trésor, tu achètes de l'immobilier pour te loger, et puis bah, du coup, tu as beaucoup moins de trésor et c'est plus compliqué de remonter la pente. Donc ça, c'est des choses qui doivent se prévoir. Ouais, moi, je dis 6 mois. 6 mois minimum. C'est vrai qu'un an, c'est idéal, mais c'est super dur. Parce qu'avec le niveau de taxation qu'on a, c'est super dur d'arriver à ça. Ouais. Euh, Est-ce que dans ta carrière, il y a un projet qui t'a plus marqué que les autres? J'en ai fait beaucoup. Euh, je dirais sur les conditions de travail, il y en a un qui m'a marqué parce que j'ai réalisé un projet. Je suis pas habilité secret défense. J'ai fait un projet pour une boîte, une grosse boîte française pour laquelle je ne pouvais pas travailler en direct. Donc j'ai travaillé pour un sous-traitant et j'ai jamais su sur quoi je bossais. On m'a donné des points d'entrée, des points de sortie avec une mécanique à faire tourner, mais j'ai pas eu le droit de savoir dans quel contexte elle allait être utilisée. D'accord. Donc, comment tu faisais pour développer des fonctionnalités sans savoir comment ça allait être utilisé derrière? Ça doit Eh être ben, on te assez donne. compliqué quand même de te projeter. Oui, alors oui et non, parce qu'en fait, on te donne une tâche, on te définit des tâches bien particulières. Voilà, il faut que ton code fasse ci, fasse ça, ait tel UI, présente les choses, fasse tel traitement sur les données. Donc, on a des API en entrée, des points de sortie. Et toi, tu fais le boulot, tu le testes et tu livres un truc qui est intégré dans un produit plus large. Euh, Au final, j'ai fini par avoir une vague idée de comment ça avait été utilisé, mais on m'a jamais donné les détails clairement. D'accord. Donc, tu arrives quand même à deviner et à pressentir dans quel domaine ça va être utilisé. En fonction des interlocuteurs avec lesquels tu travailles et de leur domaine de compétences, oui. C'est un boulot de Tu détective. travailles pour quel type? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un boulot Ouais, détective? c'est un petit peu un travail de détective, c'est comme faire du debug. Si tu veux vraiment savoir ce que tu fais, tu dois gratter pour arriver à deviner. Voilà. Pour quel type de travail, pardon, pour quel type de client tu travailles généralement? Il n'y a pas de règle. Ouais. C'est plutôt des petites boîtes, plutôt des startups, puisque étant freelance, euh, les grosses boîtes ils préfèrent embaucher souvent. Même les startups, hein, ils veulent embaucher, et in fine, ils veulent embaucher. En revanche, une boîte qui démarre, c'est souvent le cas des projets sur lesquels je travaille. Euh, une boîte qui démarre va sans problème travailler avec des freelances. Et puis, ben, quand ça commence à rouler, quand le produit commence à accrocher, ils vont forcément vouloir embaucher. Donc, si tu te sens bien avec l'équipe, tu peux t'intégrer dans l'équipe. Sinon, tu peux partir sur d'autres projets. Mais disons, en général, c'est plutôt des petites sociétés. Sauf dans certains cas, quand je travaille sur des projets à long, voire très long terme, sur plusieurs années, où là, on a des relations un petit peu différentes. Mais je dirais qu'en tant que freelance, et je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui sont dans le même cas, on travaille plutôt pour des petites équipes, pour des petites boîtes, parce qu'on est capable de faire un produit tout seul ou presque en totale indépendance. Est-ce que tu préfères travailler avec des startups justement ou plutôt avec des grosses sociétés? J'ai pas de préférence. Je préfère travailler avec des gens sympas. C'est les personnes qui m'importent plus que la taille de l'entreprise. Et le projet, évidemment, l'intérêt du projet. Comment tu évalues ça? Est-ce que tu dis, OK, je vais partir sur une petite période, je vais voir comment ça se passe avec l'équipe, et en fonction de ça, je vais renouveler mon contrat ou pas? Oui, ça peut être. Je pense que c'est un petit peu au cas par cas. Déjà, quand les clients t'approchent, tu vois un peu quelles sont les relations que tu as avec eux au départ. Mhm. Si elles sont plutôt froides, tu sais déjà que bon, bah, voilà, tu vas faire ton projet, tu vas pas forcément. Ça peut venir après, mais c'est pas forcément un très bon indicateur. Après, je pense qu'effectivement, en travaillant avec les gens, tu les découvres et tu vois un petit peu comment et quelles sont leurs méthodes. Euh, Tu peux aussi les aider à changer de méthode si tu estimes qu'elles sont pas bonnes. Mais je crois que c'est vraiment du cas par cas. Tu te décides au fil du projet. Des fois, tu as des propositions, ça m'est arrivé souvent, hein, d'avoir, voilà, de rentrer sur un projet pour une raison X.
Et finalement, on te dit, bah, en fait, on préférait que tu fasses plutôt ça parce que, voilà, pour des raisons de compétences, pour des raisons de besoins internes. Donc, les missions peuvent aussi changer en fonction de ton relationnel avec le client. Donc, ça t'arrive qu'on te donne assez peu de responsabilités, puis quand tu démontes tes compétences et ta rapidité d'exécution, tu montes quelque part en responsabilité sur le projet et on te demande de faire plus de choses. C'est possible, C'est dans ce ça arrive. sens-là? Oui, ça arrive tout à fait. Là, sur le projet que je fais actuellement, j'étais parti pour faire de la formation, notamment sur Eric Swift. Et puis, de fil en aiguille, en quelques jours, on s'est dit, bon, finalement, est-ce que tu voudrais pas coder? Euh, et j'ai fini par intégrer l'équipe. Ça a pris une semaine. Ouais, d'accord. Justement, je voulais parler un petit peu d'Eric Swift. Tu as participé à l'écriture d'un livre, d'ailleurs le livre, si je puis dire, sur Eric Swift. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Comment tu as été amené à travailler sur Eric Swift? Ah, ça, c'est une histoire assez rigolote. Euh, je suis allé à un Tech Talk Apple à Berlin il y a quelques années sur Apple TV et j'étais sur le Slack de Eric Swift. J'ai discuté avec Marine Todorov, qui est un auteur assez connu chez Wonderlic, qui a fait plusieurs bouquins. Et Marine était en train d'apprendre Eric. Et on s'est rencontrés à Berlin. Et là, on a passé un peu de temps ensemble. Je lui ai expliqué des choses, je lui ai montré comment ça marchait. Et il a bien aimé en fait la façon dont je lui ai dont je l'ai amené sur certains concepts un peu compliqués. Et le jour où il a convaincu Ray de faire un bouquin sur Eric Swift, il m'a appelé, il m'a dit écoute, tu veux participer à l'équipe, on va faire un bouquin et ça serait bien que tu sois là. Donc j'ai dit oui, banco. J'avais jamais écrit de livre, encore moins des blog posts. C'était pas. J'aime bien écrire, mais si tu veux, c'est pas du tout dans ma façon de fonctionner en général. Et donc je me suis dit c'est un challenge, c'est quelque chose un peu différent. Je vais sortir un peu de ma zone de confort et en même temps, j'adore RX et j'aime bien en parler puisque je l'avais déjà fait avant, je l'avais déjà fait dans des meet-up. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt géniale et je me suis lancé. Qui est à l'origine de Eric Swift? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de comment c'est arrivé et comment toi tu as été amené à pratiquer le Eric Swift et les raisons qui t'ont poussé à le faire? Alors RX Swift pour moi, c'est la continuité de ce que je faisais déjà en Objective-C parce que j'utilisais Reactive Coco à l'époque. Alors la genèse de ça, alors la genèse de RX Swift c'est un petit peu différent de mon arrivée dans le monde du RX. La jeunesse de Eric Swift, je peux t'en parler, c'est Krunoslav Zaher, qui est un Croate, un type absolument brillantissime, euh, qui, euh, qui a trouvé aussi génial le concept de reactive programming et qui s'est dit il nous faut un framework pour Swift, il lui fallait un framework pour Swift. Et donc il a regardé un peu ce que faisait Microsoft de très près et il a fait un framework qui ressemble beaucoup, puisque notamment par exemple sur la partie test, une grosse partie des tests en fait sont repris de .NET, puisque c'est Microsoft qui a popularisé en fait RX au départ, avec les extensions réactives pour .NET. Et donc il a codé ce framework, ce type est génial, il est brillant. Alors maintenant il travaille chez Google, mais à l'époque il était dans une boîte qui faisait des dev iOS, et donc c'était un petit peu voilà, la base d'un framework dont ils avaient besoin pour faire leurs applis. Et toi, du coup, comment tu as été amené à travailler dessus? Alors moi, c'est une histoire, c'est toujours un besoin, c'est parti d'un besoin. Il y a des années, quand je travaillais sur Objective-C, j'étais sur un projet avec lequel je devais parler à un boîtier, et je devais parler en SOAP à un boîtier, alors c'est déjà pas très agréable le SOAP, et je devais parler à ce boîtier pour lui demander des tas d'infos sur des médias, des albums, des artistes, des morceaux, des choses comme ça. Je devais faire des tonnes de requêtes. Et je me suis dit, bon sang, comment je vais m'en sortir avec ce truc? Parce qu'il y a tellement de requêtes à faire et à chaque fois que je reçois des infos, il faut que j'en redemande plein d'autres. J'avais entendu parler de RX parce que je suis beaucoup ce qui se passe sur Twitter et beaucoup de gens que je suivais en fait commençaient à parler de reactive programming. Et je me suis dit, je vais regarder un petit peu comment on pourrait approcher ce problème avec la programmation réactive. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans parce que ce problème un peu compliqué que j'avais, qui impliquait énormément de gestion d'état, j'ai résolu en 2 pages de code. Là, je me suis dit, bon sang, là, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est super parce que j'ai vu ma façon de programmer changer avec cette technologie, parce que c'est un outil, hein, comme un autre outil. Mais ça m'a aidé à penser différemment mon code et à penser différemment mes méthodes. Et franchement, ça m'a fait gagner beaucoup de temps.
Et quand tu commences à gagner du temps, tu te dis, l'outil a de la valeur. Qu'est-ce que tu conseillerais à un développeur qui pratique le Swift, mais qui n'a jamais fait de reactive programming? Parce que c'est quand même un changement de paradigme qui est important et qui n'est pas Mm. facile à appréhender. Moi, je m'en souviens que quand j'ai fait mon premier projet en Eric Swift, j'étais perdu, j'étais paniqué. Je me disais, mais mon Dieu, mais j'arrivais même plus à réfléchir. Enfin, j'étais vraiment. J'ai pris un sacré coup, quoi. Ça m'a vraiment traumatisé le premier projet que j'ai fait en Eric Swift. Du coup, quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui veut se lancer justement dans le reactive programming? Quelques astuces peut-être pour les aider à appréhender ce changement de paradigme? Absolument. Alors déjà, il ne faut pas paniquer. Ça, c'est le premier truc, parce que ce qu'on fait, ouais, je dis toujours, ce qu'on fait, c'est du code, c'est pas de la magie. Donc il n'y a rien de compliqué. Il y a juste des concepts à appréhender, et c'est vachement intéressant, parce que finalement, c'est une partie de notre boulot qui est super. C'est qu'on peut apprendre en permanence, et on peut se former en permanence, et on peut évoluer en permanence. Et notamment là-dessus, ce qui est génial, c'est que tu approches, quand tu ne connais pas du tout la programmation réactive, tu approches un monde qui est totalement différent, parce que tu envisages le code comme un flux de données et non plus comme du code un peu linéaire. Et tu traites tout ce que tu fais dans ton appli à un niveau d'abstraction qui est plus élevé. Alors, pour rentrer là-dedans, j'ai vu pas mal de gens qui partaient direct, banco, je fais tout en RX dans mon architecture, machin, et puis à la fin tu fais du spaghetti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps d'appréhender les concepts. Il faut un petit peu en fait dans ta méthode de travail. Donc, en général, ce que je conseille, c'est de commencer par des choses un peu modestes, du traitement de données, des traitements de requêtes réseau, des choses comme ça, qui vont être un petit peu en sous-main dans ton appli. Et ça te permet de te faire la main sur des zones qui ne vont pas forcément impacter de façon grave si tu te plantes la façon dont ton appli va fonctionner. Mais ça te permet déjà de comprendre les concepts et de commencer à les manipuler. Tu commences par une requête, deux requêtes, trois requêtes. Ah oui, tiens, là, je commence à agréger les résultats de plusieurs requêtes. C'est pas mal, on a des opérateurs pour faire ça. Donc petit à petit, ça te permet de découvrir en fait la technologie sans mettre en danger le projet sur lequel tu travailles. Il y a des gens qui arrivent à partir sur une nouvelle techno en faisant un petit projet side, un truc, Mm. un jouet. Moi, c'est pas mon cas. Je suis incapable de faire ça. J'ai besoin de quelque chose de concret sur lequel travailler. Et donc, quand j'apprends une nouvelle technologie, je la mets toujours en œuvre dans une appli sur laquelle je travaille. Ce qui veut dire que je prends un risque. Mais le risque est toujours un peu mesuré parce que finalement, je te dis, on fait du code, on fait pas de la magie. Voilà, si jamais ça marche pas, si jamais la techno ne te convient pas, tu peux revenir en arrière, ça te coûte un petit peu de temps. En revanche, l'avantage, c'est que tu as de réels problèmes à résoudre. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est comment est-ce que je vais résoudre tel petit problème. Tu prends un petit problème, comment je peux le résoudre avec le réactif? Quelle est la différence avec ce que je faisais avant? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et là, tu fais le bilan, tu regardes, tu dis, bah oui, ça m'apporte quelque chose, ou alors non, ça m'apporte pas parce que finalement, ça me pose trop de problèmes, trop de tracas, de collaboration avec d'autres, etc. Mais c'est à toi de tirer ton bilan de l'outil et de savoir s'il convient à ta façon de travailler. Et est-ce que tu es prêt à changer ta façon de travailler? Moi, ça m'est arrivé pour justement améliorer la qualité de ce que tu produis. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quels sont les gros avantages que tu vois à Eric Swift et les désavantages? Les avantages principaux, alors, c'est pas seulement avec Swift, c'est la programmation réactive en général. La première chose qui m'a surpris quand j'ai fait une appli en réactif, c'est zéro crash. J'avais plus de crash, j'avais plus de problème. Il n'y a plus de problème parce que la façon de travailler est tellement différente que tu manipules plus, par exemple, des delegates qui pourraient être nuls, des choses comme ça. Non, non, tu travailles qu'avec des flux auxquels tu t'abonnes et une fois que ça fonctionne, ça marche toujours de la même façon. Et j'ai vraiment complètement réduit, notamment les problèmes de crash dus à des états qui n'étaient pas prévus. Puisque si tu fais du RX, tu sais que voilà, quand on manipule en fait de l'information, on va utiliser des opérateurs pour combiner, on a des closures qui vont faire les combinaisons, mais on ne manipule plus des variétés d'étapes, plus tu multiplies la matrice des possibilités. En RX, tu ne fonctionnes pas comme ça, tu penses différemment. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir des applis beaucoup plus stables. Ça, c'est le principal avantage, c'est la stabilité de ce que tu produis. Tu sors du code qui marche. Voilà. Ça marche, ça tourne, ça crache pas. Si t'as pas fait, alors évidemment, si tu joues avec des unknowns en Swift et que l'objet se fait libérer, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. C'est toujours pareil. La gestion de mémoire n'est pas magiquement résolue par cet outil.
Euh, En revanche, tu gagnes beaucoup en stabilité. Alors maintenant, le désavantage principal, c'est la complexité, ce qu'on appelle le cognitive load en anglais, hein, c'est l'implication mentale qu'il faut pour rentrer dans la programmation réactive. Et parfois pour comprendre les mécanismes, parce que quand tu travailles avec des flat maps et des choses comme ça, tu as une petite gymnastique mentale. Quand tu travailles avec des délais, ou en général avec les observables, tu as toujours une gymnastique mentale pour arriver à te représenter ce qui va se passer. Parce que ton code, en fait, un code réactif, un code RX, c'est une recette. C'est la recette de ce qui va se passer quand un élément traverse le pipeline, si tu veux. D'accord. Et cette recette-là, tu dois l'envisager comme une recette. Tu dois te représenter mentalement ce qui va se passer. Et c'est ça la gymnastique que certains ont du mal à faire au départ parce que on n'est pas dans un processus linéaire. Tu lis le code de façon linéaire, mais en réalité, tout va s'exécuter de façon asynchrone. Et c'est là qu'il y a des gens qui bloquent. Donc c'est une marche, il y a une marche à monter intellectuelle, à partir de laquelle, voilà, quand tu la gravis, tu as déjà augmenté tes capacités en tant que développeur, tes capacités d'abstraction. Et je trouve ça super intéressant parce que ça étend ton champ de possibilités. D'accord. Euh, Quand je regarde un petit peu la documentation, je crois, d'Apple, une des architectures qui conseille, enfin l'architecture qui conseille généralement, c'est le MVC. Aujourd'hui, dans les plupart des projets que j'ai pu rencontrer personnellement ou même en échangeant avec d'autres développeurs, je me rends compte que le MVC, c'est pas utilisé généralement des architectures un petit peu plus complexes comme le MVVM, etc. Est-ce que tu as été en contact, j'imagine, avec des gens de chez Apple? Est-ce que tu sais l'architecture que eux mettent en place sur leurs applications? Est-ce que tu as une visibilité sur la manière dont ils codent eux-mêmes leurs apps? Non, pas vraiment. Apple, c'est un sous-marin, ils disent pas grand-chose et les portes sont closes de partout. Donc, il y a assez peu d'informations. Ils ont beaucoup de MVC en interne. Après, est-ce qu'ils font du MVVM peut-être? J'en ai franchement aucune idée. Mais personnellement, le MVC, je crois que au niveau architecture, de toute façon, il n'y a pas, on en parlera, mais il n'y a pas de recette miracle. Apple a probablement laissé la liberté à chaque équipe de faire comme elle veut. Je sais qu'à un moment donné, ils ont imposé des choix de langage. À l'époque où Swift n'était pas encore trop prêt, ils n'avaient pas trop le droit de le mettre en production. Nous aussi, c'était Mhm. utiliser Swift, mais nous on le fait pas encore. Et puis c'est venu progressivement. Après, je ne sais pas ce qu'ils utilisent en interne. Franchement, je pourrais pas m'engager sur cette voie. D'accord. Bah, du coup, ça fait un peu la transition. Quelle est l'architecture logicielle que tu utilises généralement, toi, dans tes projets? Et, et quelle est la définition pour toi d'une bonne architecture logicielle? Alors perso, je fais du MVVM quasiment tout le temps. C'est l'architecture que je préfère. J'utilise pas le MVP, j'utilise pas les coordinateurs tels qu'ils ont été popularisés par Canlou. Mais non, non, le MVVM pour moi ça marche très bien, d'autant plus que c'est une architecture qui fonctionne parfaitement avec RX. En fait, c'est vraiment fait pour aller ensemble, ça marche super. Donc voilà, moi ça fait des années que j'ai une infrastructure que j'ai décrite d'ailleurs dans le bouquin et voilà, je montre un petit peu comment ça fonctionne et c'est vraiment ce que j'applique au quotidien dans mes applis. Donc voilà. Après, j'ai pas de conseils à donner. Pour une raison simple, l'architecture qui convient, c'est l'architecture qui te convient. C'est-à-dire que c'est l'architecture avec laquelle tu te sens à l'aise et avec laquelle tu es productif. Donc ça peut être du MVC, ça peut être du MVVM, ça peut être du MVP. Il n'y a pas de règle. Je pense que, au contraire, ce qui est intéressant, c'est que tu te documentes, tu regardes un peu ce qui se fait, et puis voilà, tu as tes besoins, tu as ta façon de coder, tu as la façon de coder de l'équipe avec laquelle tu travailles aussi, euh, qui va déterminer quelle archi tu vas utiliser. Après, tu vas essayer, voilà, moi j'essaie de faire des choses pas trop compliquées. Je J'aime pas trop les redondances, donc c'est vrai que je suis, je suis plutôt à factoriser du code, à faire du MVVM avec des classes qu'on peut sous-classer quand on a besoin de views un petit peu similaires. Mais après, chacun fait comme il veut. Franchement, pour moi, la bonne archi, c'est celle qui te convient. Pas de conseil à donner là-dessus. Est-ce que tu utilises des outils comme le storyboard pour construire tes vues? Et du coup, tu disais que tu n'utilisais pas les coordinateurs. Comment est-ce que tu gères la navigation entre tes écrans? Alors, oui, j'utilise des storyboards. Oui, j'utilise Xib. Non, je ne crée pas de view à la main en code.
Voilà, ça c'est perso, c'est un choix personnel. Par contre, sur le projet sur lequel je travaille, je vois que les gars, ils font tout à la main. Voilà. Mais comme je fais du back-end, je ne suis pas trop impacté. Après, c'est un choix personnel. La guerre de clocher sur le storyboard, pas le storyboard, le NIP, pas le NIP. Moi, ça m'impacte pas vraiment. Le storyboard a des gros défauts quand tu travailles en équipe. Je suis travaillé sur un gros projet sur lequel j'ai découpé en fait l'application. Il y avait 8 ou 10 storyboards. Parce que tu peux les charger dynamiquement, donc ça pose pas de problème. Mais après, maintenant, j'ai plutôt tendance à faire du Xib pour des écrans individuels, pour des vues individuelles. Ça marche aussi très bien de toute façon. On y revient un peu, c'est vrai. Après, la navigation dans l'appli, alors j'ai pas les coordinateurs au sens flow coordinator. Parce que ce qu'a popularisé Canlou, c'est un modèle où finalement ton view controller, ton code n'est pas responsable de la navigation. C'est un autre code qui va gérer la navigation pour toi. Moi, je fais différemment. Pour moi, le view controller gère la présentation. Le view model gère la business logic, ce qu'on appelle la business logic, donc pour fournir la donnée pour le view controller et réagir aux actions de l'utilisateur. Et c'est aussi lui qui décide de la navigation. Donc il va décider, effectivement, il reçoit l'action, on a cliqué sur le bouton. Et bien, si on a cliqué sur le bouton, on va la vue suivante, la scène suivante, j'appelle ça des scènes, ça va être une autre vue. Donc dans ce cas-là, je vais instancier le view model pour la vue suivante. Et je vais passer, j'ai un coordinateur central qui est en fait plutôt un dispatcher, qui lui va se charger d'instancier le view controller associé à ce view model et le présenter. Voilà. Mais à la base, c'est mon view model qui décide, c'est lui qui dit je veux passer sur tel écran et je veux le présenter de telle façon. Je veux que ce soit une modale, je veux que ce soit un push, etc. Ça fait une grosse différence. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui disent ouais, mais c'est pas bien parce qu'on ne peut pas réutiliser les écrans dans des contextes différents. C'est une affirmation valable à peu près 5% du temps. C'est-à-dire que j'ai jamais quasiment besoin de réutiliser le même écran dans un contexte différent. Ou en tout cas, sur les produits sur lesquels j'ai travaillé, ça m'est quasiment jamais arrivé. Ce qui fait que ma méthode, à moi, pour la façon dont je fonctionne et pour les applis sur lesquels je fonctionne, marche très bien. Mais après, si tu es dans d'autres contextes, sur d'autres applis, je comprends que tu as envie de réutiliser ta view et que tu veux pas que ce soit la view ou le view modèle qui décide de la navigation. Moi, ça pose aucun problème. S'il y a un truc qui me convient pas, je fais un view modèle de base que je sous-classe pour différents contextes et je vais fournir des services communs dans la classe de base. Donc, tu disais que tu as un fichier qui va te permettre de créer l'ensemble de tes view controllers. Oui. C'est ça? Ça te permet de les instancier. Est-ce que tu n'as pas des... Pourquoi avoir un seul fichier qui te gère tous les écrans de l'application et pas plusieurs petits fichiers pour chaque écran? Non, je n'ai pas un fichier qui gère tous les écrans de l'application, c'est pas comme ça que ça marche. Le view model spécifie ce qu'il veut comme view controller. J'utilise des enums pour ça en général, mais à la base, j'ai une enum centrale dans l'appli qui liste toutes les scènes, tous les écrans sur lesquels on peut arriver. Donc en fait, c'est une entrée dans un enum et cet enum contient les informations qui permettent d'instancier le view controller. Que ce soit un identifiant dans un storyboard, l'identifiant d'un Xib, etc. Donc ça permet au coordinateur central, il récupère l'enum, il lui demande en fait, donne-moi le view controller. Et l'enum a des fonctions d'extension qui vont lui permettre d'instancier le view controller à la demande du coordinateur. Donc finalement, le coordinateur, lui, ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on lui passe une scène, on lui passe l'identifiant d'une scène sous forme d'une enum qui va lui permettre de récupérer un view controller et ensuite de l'intégrer, donc de faire un push, de faire une présentation modale, etc. Parce que c'est lui qui gère la présentation. Voilà, donc je sépare les choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu aurais une définition à me donner sur un bon code? Qu'est-ce que serait un code de qualité selon toi? Pour moi, un bon code, c'est plutôt un code que tu es capable de relire dans 3 mois, dans 6 mois et pas t'arracher les cheveux pour comprendre ce que tu as fait. Donc ça veut dire que sur les parties, c'est un code qui est un petit peu commenté. Sur les parties qui ne sont pas triviales, qui ne sont pas évidentes, quelques commentaires pour aider à comprendre la raison pour laquelle tu as fait telle ou telle chose. Ça, c'est super important. Quand tu fixes un bug parce que tu t'es rendu compte qu'il y a une condition limite, un edge case quelque part, tu le documentes. Tu indiques la raison pour laquelle tu as fait ça dans ton code. Pour moi, un bon code, c'est un code qui se comprend assez facilement en lisant. Voilà. Où tu n'es pas en train de chercher. Donc ça passe aussi par réfléchir profondément à comment tu nommes les choses. Et ça m'arrive très très souvent de renommer les choses
Par chance, j'utilise Apcode qui me permet de faire du refactoring à gogo sans crainte. Mais je travaille beaucoup en renommant les choses assez constamment. Parce que pour moi, la signification de ce que tu lis, voilà, le nom de la variable, le nom de la fonction, le nom de la méthode, le nom de la classe, est super important pour la compréhension du code. Et donc c'est fondamental pour moi de ne pas appeler mes classes A, B et C, mais vraiment de leur donner des vrais noms qui ont du sens. Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment améliorer le nommage des classes, des variables, des méthodes? Hum, J'écris tout mon code en anglais. C'est plus simple Ouais. et quand tu collabores avec des gens à l'extérieur, bah, ils comprennent plus facilement ce que tu as fait, puisque si tu mets tes noms de variables en français et que ton code se retrouve dans les mains d'équipes anglophones, ça va être compliqué pour eux de comprendre. Voilà, le nom de ta variable est très important. Voilà, donc le nommage, bah, c'est une appréciation personnelle. Mais pour moi, il doit vraiment décrire. C'est comme quand tu décris un objet physique. Tu vas lui donner un nom qui correspond à cet objet. Tu vas pas utiliser un autre nom. Et pour moi, une variable, ça doit se nommer de la même façon. Ça doit être, voilà, si c'est le nom d'un utilisateur, je vais donner username. Je vais pas donner nom-utilisateur parce que c'est français, c'est pas anglais. Et je vais essayer de coller au plus proche à la fonctionnalité. Métier. Métier, usage, etc. À quoi sert la fonction? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, il faut qu'en lisant le nom de la fonction, tu n'aies même pas à te poser la question par rapport aux paramètres. Les paramètres, c'est un détail. Ça ajoute du sens. Mais le sens est donné par le nom principalement. D'accord. Donc, dans cette philosophie de développement, tu aurais tendance parfois à rajouter du code pour pouvoir améliorer la signification. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Je peux casser un peu la complexité de certaines expressions en plusieurs variables, de manière à ce que ce soit plus clair à la lecture. Je vais les nommer de façon claire et ensuite je vais les utiliser en expression complexe. Et là, tu vois tout de suite ce que ça fait. Parce que justement, tu as plus des bouts de code intégrés, mais tu vas avoir voilà, non utilisateur mot de passe. Ah, effectivement, là, je fais login non utilisateur mot de passe. Hein, je ne fais pas login entre parenthèses. Je vais y avoir du code qui va chercher le non utilisateur ailleurs et du code qui va chercher le mot de passe ailleurs. Je nomme les choses de façon à rendre le code plus compréhensible. Et c'est un véritable souci constant. Des fois, j'ai du code, je me dis, c'est pas assez clair quand je lis ce code-là. Je me mets dans la peau de celui qui approche le code et qui l'a pas encore vu. Et ce que je veux arriver à faire, c'est qu'il soit lisible au premier regard. C'est hyper important. Quand tu travailles en équipe, c'est hyper important pour Future Self, pour toi dans 6 mois. Parce que toi, dans 6 mois, tu vas devoir y revenir sur ce code. Tu vas avoir un bug à corriger, tu vas avoir une fonctionnalité à rajouter, et tu vas pas vouloir perdre de temps à comprendre ce que tu as fait. Donc, quand tu t'es brûlé les ailes sur ce genre de choses, c'est m'est arrivé quand j'ai débuté, tu comprends vite ton intérêt à passer un petit peu de temps à réfléchir à comment tu présentes ton code et à ce qu'il soit bien lisible, bien clair. Je préfère du code bien clair que très malin. Est-ce que tu connais cette citation de Martin Fowler? N'importe quel idiot peut écrire du code compréhensible par la machine. Un bon développeur écrit du code compréhensible par un humain. Je connaissais pas cette citation, mais elle me trouve pas tout à fait juste. C'est Nicolas Verino qui me l'avait partagé lors du podcast qu'on avait fait ensemble. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai eu un épisode où je faisais une session de pair programming avec un développeur qui était plus junior. Et il n'avait pas l'habitude de voir l'utilisation de la programmation fonctionnelle. Et j'utilisais, je crois, un compact map. Et j'utilisais la notation $0 plutôt que d'indiquer vraiment qu'est-ce que je prenais en entrée, qu'est-ce que je retournais, etc. Et je l'avais perdu. Et je me suis dit, bah, en fait, là, c'est ton code qui est mauvais, qui n'est pas bon, parce qu'il faut que tu l'explicites plus. Et quelque part, c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui devrait définir, on va dire, certaines normes pour que, ben, voilà, que le développeur qui a le moins de compétences, peut-être le moins d'expérience, puisse comprendre le code que tout le monde écrit. Jusqu'à un certain point, oui. Après, c'est toi qui définis la baseline de compétences qu'il faut avoir pour être sur le projet. Si tu fais un projet en RX, tu vas forcément avoir des zones dans lesquelles un programmeur qui débute va être confronté à des concepts qu'il ne comprend pas. C'est normal. Donc ça va lui permettre aussi de les apprendre. Ces concepts, tu peux lui expliquer, tu peux les expliquer, tu peux les documenter un petit peu, mais il y aura des fautes, tu vas avoir des process. Alors effectivement, le cas du $0, c'est un cas assez flagrant. On l'a souvent, on peut faire des expressions complexes. On a tendance à aller vite. Moi le premier, hein, ça m'arrive aussi souvent.
d'avoir envie d'aller vite et de dire $0 c'est facile. Alors, quand ton expression c'est un one-liner, ça te pose aucun problème en général. Tu as une seule expression à l'intérieur, je me casse pas la tête à faire un nom de variable. En revanche, il y a des moments où je vais avoir, surtout en RX, où tu transportes de la donnée, elle a un certain type, tu les changes de type, etc. Des fois, ça a quand même un avantage de nommer les choses, et voire même d'ajouter un type hard-codé pour rendre la chose plus claire. Même si Swift arrive à faire l'inférence et que tu n'as pas réellement besoin de le faire, des fois ça aide de préciser les types pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà, ça m'arrive souvent par exemple dans un flat map. Un flat map, je vais parfois spécifier le type d'entrée, le type de l'observable en sortie, de manière à ce qu'il soit très clair que je suis en train de faire ça. Alors, du coup, la question, c'était quelle est l'importance d'avoir des connaissances bas niveau Oui. quand on développe quand on développe un logiciel? Oui. Alors, oui, en fait, ça c'est super important de comprendre ce qui se passe dans ton code, à l'intérieur de ton code, et en même temps dans ce qui est sous-jacent, dans les frameworks et dans le runtime. Pourquoi? Parce que par exemple, beaucoup de développeurs ont un problème avec la gestion mémoire. Ils pensent que tel ou tel truc va leur résoudre magiquement des problèmes de gestion mémoire. C'est pas vrai. Tu as en Swift, tu as weak et unknown par exemple. Il faut comprendre leurs différences. Il faut savoir pourquoi tu vas avoir des cycles, des real-time cycles. Hein. La gestion de mémoire, on est de plus en plus éloigné de ce truc-là par des langages qui nous isolent du bas niveau. Et ce qui veut dire que des développeurs, on a vu avec Java, par exemple, des gens qui n'avaient appris que Java, ne comprenaient pas ce que c'était un pointeur, ils ne comprenaient pas ce qui se passait en dessous, etc. Et ça t'éloigne de tas de notions, comme par exemple la performance de ton code. Qu'est-ce qui va se passer au niveau bas? Qu'est-ce que va faire le compilateur? Qu'est-ce qu'il va produire comme code? Si tu fais, quel est le coût de passer une closure? Quel est le coût de recréer une closure à chaque fois, etc. Donc toutes ces choses-là, elles sont très importantes. Et pour moi, elles sont fondamentales parce que le bas niveau, finalement, c'est ce qui fait tourner ton produit. Alors, quand tu fais de l'UI, tu t'en fiches un petit peu. C'est vrai que les notions de performance, tu n'en as pas forcément besoin. Par contre, si tu commences à faire du code qui a besoin d'un peu de perf, tu vas commencer à traiter de la donnée en volume. Voilà, j'ai eu un cas sur un projet où je devais faire de la combinatoire sur des jeux de données. Ma première implémentation, elle bouffait 30 gigas de RAM. Donc, si tu veux, il a fallu que je travaille sur l'algorithme, il a fallu que je travaille sur la performance, parce que le truc, il tournait pendant des heures, et pour arriver à quelque chose qui tourne à un temps raisonnable de 10-20 minutes, et qui ne me mange pas, j'ai pas besoin de rajouter une barrette de RAM pour faire tourner le code. Donc, si tu veux, ces choses-là, elles sont très importantes, et comprendre comment tu peux arriver à augmenter les performances de ton code, ça passe par comprendre comment il fonctionne. Comprendre comment marche le runtime, c'est très bien de regarder. On a plein d'infos maintenant. Par exemple, je peux que conseiller aux gens d'aller regarder comment est écrite la librairie standard de Swift. C'est un truc qui est très formateur en termes de comment ça fonctionne dedans. Voilà, comment est-ce que marche une array, Comment on fait pour faire ça? etc. On va sur GitHub, on va directement dans le code de Swift? On va sur GitHub, on va directement dans le code de Swift, tout est ouvert, et on peut regarder, on peut lire le code, on peut regarder comment ça marche, essayer de comprendre. Et il y a beaucoup à apprendre, rien qu'en lisant ce code-là. Je pense que en lisant le code des autres, on apprend beaucoup, et en lisant ce genre de code, on a la chance d'avoir ce code-là qui est maintenant open source. C'est un matériel d'apprentissage super, à la fois pour comprendre l'impact en termes de performance de ce qu'on fait, et pour comprendre finalement les solutions qu'ils ont développées, parce que la problématique des ingénieurs de chez Apple, c'est de faire du code qui est performant pour tout le monde, dans le plus de cas possible. Et c'est super de pouvoir voir à l'intérieur en Swift, voilà, comment ça marche une array, comment ça marche une collection, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille vite le plus souvent possible. Donc ça, c'est la compréhension du bas niveau, elle est pour moi, oui, essentielle. Bon, après, tu parles à un gars qui a commencé par coder un assembleur, donc c'est aussi mes racines. À l'époque, on a commencé à faire du développement sur mobile, on avait quand même que quelques cadres, mais on était un peu contraints. J'avais sorti la plus grosse appli sur Palm à l'époque, elle faisait 64K le binaire. Donc, Ah ouais. ah oui. Et oui. Donc, si tu veux, on n'a pas les mêmes références en termes de taille de code, de performance, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus important de bien regarder les perfs et d'optimiser aux bons endroits dans tes applis. Et pour ça, comprendre comment ça marche, c'est toujours bonus. Et la gestion de mémoire, bien sûr, la gestion de mémoire, c'est essentiel. De vraiment la manipuler sur le bout des doigts, de savoir exactement ce que tu fais et de ne pas le faire au hasard. Pour ne pas le faire au hasard, il faut comprendre ce qui se passe.
qui est-ce qui retient l'objet. On a des outils aussi qui nous permettent de le voir, hein. Dans Xcode, tu as le visualiseur de cycle mémoire. Ces choses-là sont importantes, des outils importants à maîtriser. Instruments, c'est un instrument important à maîtriser. Instruments, ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur comment fonctionne ton code. Et on peut comprendre aussi beaucoup de choses sur comment fonctionne le système. Quand tu mets un breakpoint à un endroit et que tu regardes à call stack, tu t'aperçois qu'effectivement l'OS fait beaucoup de choses. Et des fois, tu es très profond dans le fonctionnement de l'OS. Et donc, ça permet de mesurer un peu l'impact de ce que tu fais aussi. Donc, regardez la codebase de Swift, Oui. regardez des outils comme Instrument. Oui. Est-ce que tu aurais d'autres conseils de choses ou de ressources à consulter pour pouvoir s'améliorer à ce niveau-là? Apprendre la gestion de mémoire en général, hein, bien comprendre comment ça marche, ça c'est la base. Après, je ne demande pas aux gens d'apprendre assembleur, c'est pas ça. Mais c'est plus voilà, de savoir vraiment essayer de se représenter les process qui sont mis en œuvre par le code en dessous, par le runtime. Voilà, comprendre comment fonctionne le runtime, c'est toujours bien. Donc c'est déjà la base. Moi, je pense que déjà, si un développeur sait comment la librairie standard Swift implémente une collection ou autre, c'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir une meilleure vision des notions de performance. Est-ce que des fois c'est bien d'utiliser une enum, pourquoi, etc. Donc il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre à savoir comment les choses sont implémentées. Tu as participé à beaucoup de workshops. Euh, je crois, j'ai noté Swift Alps notamment. J'ai fait Swift Apps 2 fois, j'ai fait Swift Avero, j'ai fait 2 ou 3 workshops à FrenchKit. Moi j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu aimes dans ça? Le contact avec les développeurs, parce que faire un talk, c'est sympa. Tu as beaucoup de monde devant toi, tu fais un talk. Mais quand tu as des gens en face de toi auxquels tu apprends quelque chose et c'est interactif, ça te permet de mieux transmettre la connaissance. Parce que tu es en prise directe avec la personne, notamment pour voir ce qu'elle ne comprend pas et lui fournir les explications dont elle a besoin. Parce que tout le monde n'a pas la même façon d'appréhender les nouvelles technologies, d'apprendre. Et tout le monde n'a pas forcément le même niveau de départ. Donc quand tu fais un talk, tu te bases sur un niveau. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tous tes auditeurs vont avoir ce niveau-là. Certains vont être plus avancés, ils vont pas être forcément intéressés par ce que tu dis. Certains, au contraire, vont être largués à un certain point et ils vont avoir besoin de réécouter plusieurs fois pour comprendre. Quand tu fais un workshop, tu peux juger tout de suite si la personne comprend ou pas, et tu es là pour l'aider. Et ça, je trouve ça super. Le côté contact et le côté transmission du savoir, j'adore ça. J'aime bien. C'est vraiment, c'est très gratifiant. Parce que voilà, à la fin de la session, du workshop, tu as des gens qui disent ah, c'est super parce que j'avais pas compris ce truc-là et maintenant je comprends comment ça marche, je vais pouvoir m'en servir. Donc ça, c'est bonus. Est-ce que tu as des méthodes particulières pour enseigner la programmation? Hmm, pas vraiment. J'essaie de faire des choses claires comme je code habituellement. Le code doit être clair. Après, c'est pas évident, hein. C'est pas évident d'enseigner. C'est pas évident de trouver des exemples qui vont être concrets et parlants pour tout le monde. C'est un vrai challenge hein, quand même d'arriver à faire quelque chose comme ça. Ça m'a aussi, j'ai eu ce souci-là quand j'ai fait mes chapitres sur le bouquin, enfin, sur les bouquins, parce qu'on a fait le bouquin sur Combine après. C'est de trouver des projets d'exemple, du code d'exemple qui va parler aux lecteurs et qui va leur permettre de se mettre en situation. Voilà. Parce que ça leur parle. C'est pas toujours simple. Si tu fais un truc un petit peu abstrait, finalement, le développeur qui te lit va pas forcément se projeter et se dire ah bah effectivement j'ai ce genre de problème concret tous les jours, ça va m'aider. Par contre, si tu fais du concret, si tu poses des applications qu'on voit tous les jours dans notre problématique de développement d'applications, là on est vraiment dans quelque chose qui va aider parce que tu peux te projeter tout de suite. C'est un problème que tu as déjà rencontré, tu sais le résoudre, et c'est super intéressant parce que là c'est la condition où tu vas pouvoir apprendre le mieux, c'est idéal. Quelque chose que tu sais déjà résoudre avec ton savoir, et que tu vas résoudre d'une façon différente avec une nouvelle technologie. Ok. Dans ces workshops-là, vous faites beaucoup de sessions de pair programming? C'est un Est-ce que petit c'est peu une l'idée de pratique que base. tu... Alors, c'est pas une pratique que j'avais moi au départ. En revanche, c'est la philosophie notamment à SwiftAlps, où on demande aux gens, donc il y a environ 10 personnes par session, pour chaque table. Donc tu vas faire une session de 2 heures avec 10 personnes.
Et ça peut aller jusqu'à 15, mais c'est un peu plus compliqué parce que plus il y a de monde et plus tu dois passer du temps à chacun et tu as du mal à servir tout le monde. Et on demande aux gens de se mettre par deux avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ça ajoute un Tiens. petit peu en fait de piquant à la chose parce que tu ne sais pas quel est le niveau de la personne avec laquelle tu es et donc il y a nécessairement plus de dialogue. Et parfois, tu tombes sur des associations où finalement, tu apprends plus en regardant la personne qui est à côté de toi qu'en apprenant la techno qui est le sujet du workshop, on va dire. Tu as un souvenir là-dessus qui t'a marqué particulièrement? Ouais, j'avais fait un workshop à SwiftUp sur SwiftNeo, sur networking, et on avait fait dans la même session à la fois SwiftNeo et Network Framework, le nouveau framework de networking d'Apple. Il y avait Paul Hudson qui était là. Et à un moment donné, sur la fin du workshop, on s'est mis avec Paul sur un bout de code. Il me dit, tiens, tu sais comment on fait ça? Je dis, ah, je sais pas trop, on va regarder. Puis finalement, on a gratté, on a trouvé ensemble, enfin, il a plutôt fini par trouver la solution. Mais c'était marrant parce que finalement, tu apprends en live et tu continues toi-même à apprendre parce que des fois, les attendistes te challenge sur ta connaissance de la techno. Et des fois, il faut savoir dire non, je sais pas. C'est pas la peine de les pipoter, hein. Tu sais pas, tu sais pas. Par contre, on peut regarder ensemble. Si ça t'intéresse de regarder, on peut chercher ensemble. Est-ce que tu apprends aussi en voyant la manière dont réfléchissent les gens? Parce que peut-être on a des manières différentes d'attaquer certains problèmes et de voir la manière dont les gens appréhendent certains problèmes, ça peut être aussi enrichissant. Absolument. Alors là, tu mets le doigt sur un truc qui est vachement important finalement, c'est que le travail en équipe t'amène toujours quelque chose parce que souvent tu travailles avec des gens qui pensent pas comme toi. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Leur façon de résoudre les problèmes va t'apprendre des techniques que tu connaissais pas forcément, va t'apprendre des approches qui sont complètement différentes de celles auxquelles tu aurais pensé, qui vont peut-être t'amener aussi des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Ça m'est arrivé, alors une expérience assez marquante là-dessus, j'ai bossé il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, presque 15 ans je crois, sur la version Mac du logiciel de DxO, qui est un truc de traitement d'image. Euh, donc je travaillais en freelance pour DxO. À l'époque, ils avaient du monde en interne pour travailler sur l'API Mac, donc on a travaillé en équipe. Et je travaillais avec un gars qui était plutôt un artiste qu'un développeur à la base. Et c'était marrant Mhm. parce qu'en fait, il avait une façon de résoudre les problèmes qui était mais totalement alien pour moi. C'était un truc totalement étranger. Il pensait pas la logique de la même façon. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Je me suis dit, ah, effectivement, on peut faire les choses comme ça et ça peut marcher. Et on s'est retrouvé à faire des trucs. Alors, ça m'a beaucoup appris cette expérience. C'est un gars qui, d'ailleurs, par la suite, il a arrêté le développement parce que c'était pas vraiment son truc. Il était très bon, il était brillant. Mais le développement, en fait, c'était un truc pas pour lui. Et bizarrement, j'ai beaucoup appris en regardant son code, en lisant son code, en travaillant avec lui, parce que justement, on n'avait pas la même façon de travailler. J'ai vu dans tes expériences que tu avais fait aussi des projets perso, des side projects, si je puis dire, euh, de la conception au développement jusqu'au support client et à la commercialisation. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire ces projets perso sur le développement en général? Alors, c'est un peu plus que des side projects, hein, parce que Oui, j'ai vécu de mes propres produits pendant 10 ans. À l'époque, je d'accord. faisais des shareware sur Palm et j'avais un logiciel sur Mac qui était un truc que je vendais à beaucoup de boîtes dans le monde, à Microsoft, Adobe qui l'utilisaient, Corel, tout ça. C'est un outil de traduction, mais peu importe. Ça m'a appris beaucoup de choses alors, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'organisation. Parce que quand tu es freelance, tu dois savoir te gérer, tu dois t'organiser. Quand tu fais tes propres produits, il faut tout faire. Tu es un peu l'homme orchestre. Tu fais le développement, mais pas seulement. Tu dois faire le design, tu vas faire le marketing, tu vas faire le support technique, tu vas t'occuper des ventes. Tu vas tout faire à la fois. C'est même un peu épuisant. À la fin, j'en ai arrêté, j'en avais marre. Et d'ailleurs, tous les gens que je connais qui font leurs propres produits et qui ont un peu de succès, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, me disent j'en ai ma claque de tout faire tout seul. Parce que justement, c'est beaucoup de boulot. Après, au niveau développement, eh ben, ça t'apprend l'autonomie, simplement. Tu te retrouves face à des problèmes que tu dois résoudre par toi-même. T'as personne dans une équipe pour aller demander des conseils. Et donc, tu apprends à te débrouiller. Tu apprends à te débrouiller, tu apprends à chercher sur le net, tu apprends à lire les docs, tu apprends à. Voilà. Mais j'ai commencé très très tôt ça. En fait, comme je suis plutôt un solitaire à la base en termes de développement, c'est vrai que j'ai appris très tôt à me débrouiller tout seul et à chercher moi-même les informations dont j'avais besoin. Et finalement, je crois que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, à n'importe qui, un développeur, pas développeur, c'est d'apprendre à apprendre.
C'est de savoir apprendre tout le temps. Euh, Petite question un petit peu sur les technos. Est-ce que ça t'est arrivé de tester des technologies cross-platform pour développer des applications type Xamarin, React Native, Flutter? Quelle est ta vision de ce genre de techno? J'ai eu l'occasion de toucher à des choses React Native un petit peu, mais pas vraiment, et un petit peu de... Qu'est-ce que c'était à l'époque? J'ai même oublié le nom tellement ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors, je pense qu'il y a des besoins multiples sur le marché pour tout type d'applications, notamment des applications qui sont plutôt triviales ou voilà, pas trop compliquées, pour lesquelles ce genre de framework marche très bien. Moi, je vois des boîtes qui font des applis en React Native. Quand tu fais un catalogue de produits avec voilà, même un truc un peu léché, avec une belle UI et tout ça, ça pose aucun problème d'utiliser un framework qui n'est pas natif. Moi, j'y vois aucun inconvénient. C'est pas mon choix personnel, j'aime pas faire ça. Je me sens pas à l'aise à travailler sur ce genre de techno. Enfin, c'est pas que je me sens pas à l'aise, hein. Tu sais, il m'est arrivé dans ma carrière de faire des trucs, même sur Mac en Real Basic, tu vois, parce que c'était plus pratique. C'est une question d'outils, hein, mais c'est pas ce que je préfère faire. En revanche, je critique pas du tout ce genre de techno parce que je crois qu'il y a vraiment un marché. Il y a vraiment un marché, il y a vraiment un besoin. Le truc qu'il faut bien regarder quand tu fais une appli, c'est toujours pareil. C'est est-ce que tu penses à court terme, à moyen terme ou à long terme? Quel est l'horizon de ton appli? Est-ce qu'elle va vivre pendant des années ou est-ce que t'es quasiment sûr que dans un an elle n'existera plus? Ça va aussi beaucoup conditionner le choix de la techno que tu choisis, que tu utilises pour la développer, parce que ces technos-là te permettent de gagner beaucoup de temps. Tu peux faire 2 plateformes à la fois, 3 plateformes à la fois, sans problème. Effectivement, c'est un gain de temps énorme, phénoménal. Et quand tu fais une appli, bon, bah, avec un truc relativement simple, tu sais que tu vas pouvoir la maintenir pendant quelques années avec cette techno. Banco, tu peux y aller, hein, c'est pas un problème. Moi, je j'aime pas trop faire ça. Je travaille toujours plutôt sur du long terme et puis j'aime bien le natif. Voilà, j'ai rien contre les technos, vraiment. Même tu vois, Flutter, ça m'intéresse. J'ai un petit peu regardé, mais je suis pas trop rentré dedans. Ouais. J'ai pu jouer avec React Native parce que j'ai fait beaucoup de JavaScript à un moment donné où j'avais du JavaScript embarqué dans une appli iOS. Donc c'était, voilà, je faisais beaucoup le pont avec JavaScript Core, etc. Euh, donc c'est quelque chose que je connais beaucoup mieux et je comprends beaucoup mieux comment fonctionne React Native parce que je sais exactement ce qu'ils font à l'intérieur. Ça, j'aime bien savoir comment ça marche à l'intérieur. Mais après, voilà, je crois que le choix est toujours se pose en termes de durée de vie, se pose en termes de capacité en développeur aussi, parce que si tu as sous la main des gens qui font du web, ils vont être très à l'aise avec du React Natif. J'ai vu un gars qui avait fait des trucs super en React Natif, qui connaissait rien au développement iOS. Alors après, quand il fallait faire des composants natifs, il était largué et il devait demander à quelqu'un. Mhm. Mais pour tous les besoins standards, ce qu'il faisait, c'était vraiment très chouette. L'appli marchait bien et puis tu n'avais pas forcément l'impression que c'était pas du natif. Mhm. Ok. Quelles sont tes sources d'apprentissage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes dans la communauté que tu suis particulièrement ou de manière générale, comment est-ce que tu fais pour continuer de te former et continuer d'apprendre? Twitter, c'est ma veille technologique, principalement. Donc j'ai une grosse liste de gens que je suis, que je change un petit peu en permanence, mais c'est là-dessus que je vois les tendances. Parce que tu vois un petit peu, voilà, quels sont les technos dont on parle. Tu vois que le buzz commence à monter. Voilà, c'est comme ça que je suis entré dans le réactif, parce que je voyais de plus en plus de gens sur Twitter qui parlaient de réactif Coco, qui parlaient de réactif en général, et qui donnaient des liens sur des articles, sur des présentations. Ça te met un petit peu la puce à l'oreille, tu vois. On parle en termes de signaux faibles au départ, où tu regardes un petit peu les choses qui émergent. Et puis quand ça commence à monter, tu peux t'y intéresser aussi. Moi j'aime bien m'intéresser à tout ce qui sort, même si c'est juste pour regarder ce que ça fait et pas forcément m'en servir. C'est bien de se tenir au courant parce que on vit dans un monde qui bouge tellement vite que tu as besoin d'être au courant. Voilà, quand tu arrives chez un client et que le mec il te dit tiens on utilise tel techno, ah bah t'en as déjà entendu parler, même si tu l'as pas utilisé, donc tu sais à peu près de quoi on parle. C'est ça qui est très très important. Donc pour moi oui Twitter, alors des gens à suivre, il y en a des millions, hein, mais je pense qu'il faut commencer par il faut commencer par toutes les newsletters, quelques podcasts probablement. Alors pour ma gouverne, j'écoute pas trop de podcasts. Pour une raison Ok. simple, c'est que j'arrive pas à me concentrer pendant que des gens parlent. Donc, au pire, quand je code, je vais mettre de la musique, mais en revanche, Mhm. si je veux écouter un podcast, il faut que je me pose pour l'écouter. Voilà, c'est un peu mon côté monotache. Euh, mais d'une façon générale, Twitter est pas mal et te donne tous les liens dont tu as besoin pour aller après trouver des posts, des blog posts, des vidéos, etc.
Et puis les newsletters, hein, toutes les newsletters, il y en a plein. Je suis abonné à, je sais pas, 5-6 newsletters, à celle de Deverver qui est pas mal. Euh, je pourrais peut-être te composer une petite liste, mais Ouais, ça globalement, m'intéresse. Twitter, c'est ma source d'information principale. Tu as des conseils pour les freelances qui nous écoutent et qui veulent avoir une carrière stable en dépit des crises économiques, etc. Est-ce que tu as des conseils? Alors tout à l'heure, on parlait de la gestion de la trésorerie. Est-ce que tu as d'autres conseils de manière générale pour mieux gérer sa carrière et voilà, pour réussir en freelance? Je pense pas avoir de conseils à te donner en général, mais c'est plutôt la façon dont je vois les choses. C'est d'une part le réseau, parce que le réseau est super important quand tu es freelance. Euh, Tu trouves rarement du boulot en allant taper à des portes. Tu trouves plus facilement du travail en étant connu. Donc ça veut dire en ayant un réseau de gens ou en connaissant du monde qui a besoin de tes compétences. Voilà, donc le réseau, ça se développe de différentes façons. Faut aller aux conférences, très important. Tu rencontres des gens, tu socialises, tu connais, tu te fais connaître. Parce que des fois aussi sur des projets, tu as besoin de compétences. Tiens, j'ai rencontré telle personne, c'est un freelance qui fait ça. Des fois, ça peut matcher. Ça m'est arrivé d'avoir des gens que j'avais rencontrés dans des conférences que j'ai ramenés sur des projets. Le développement du réseau, c'est vraiment fondamental. Tu peux pas facilement survivre à une carrière en freelance si tu fais pas ça. Parce que si tu fais pas ça, ça veut dire que tu as peut-être un gros client sur lequel tu travailles tout le temps. Le jour où tu le perds, tu te retrouves à devoir chercher du travail. Si tu n'as pas de réseau, c'est plus compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu imbriqué, mais oui, le réseau, c'est fondamental. Pour moi, pour un freelance, c'est vraiment la base. Et après, être capable de s'adapter, pas rester toujours dans le même créneau, ça c'est super important. Arriver à bouger avec le monde autour de toi, parce que voilà, les choses évoluent. Si je connais des gens qui font encore que de l'objectif C, ça serait pas mon choix parce que c'est sympa l'objectif C, mais il y a d'autres choses. Même si, voilà, c'est une techno super, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et je crois que les freelances qui réussissent, c'est les freelances qui sont toujours à la crête, sur la crête de la vague de la techno. Voilà. Parce que si tu veux te vendre, c'est toujours pareil, un freelance qui doit se vendre, s'il veut se vendre à un prix correct, il doit être au top des technos qui sont les plus actuels. Donc ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises les langages et les concepts modernes, que tu sois capable de rentrer sur un projet tout de suite, quelle que soit la techno qu'il utilise. Donc il faut être super malléable, super réactif, curieux. Ça, c'est la curiosité, c'est ça qui est fondamental. Et puis c'est aussi ce qui fait le sel de notre métier, c'est le fait de pouvoir apprendre tout le temps. On a quand même une chance folle dans ce qu'on fait, d'avoir un monde qui bouge. Voilà. D'ailleurs, je peux te donner une anecdote là-dessus. J'ai bossé pendant Oui. 3 ans full-time 3 ans plein temps sur un projet pour une boîte à l'étranger, sur une techno qui évoluait très très peu. Ça évoluait vraiment très peu, ce qui fait que au bout de 3 ans, je me suis levé un matin, je me suis dit, écoute, là, t'es en train de mourir. Parce que tu fais rien, tu n'apprends rien. Tous les matins, tu es un peu un fonctionnaire, tu fais ton boulot et tu livres ton code, mais finalement, tu n'as rien appris. Et ça s'est déclenché là, il y a une dizaine d'années. Et je me suis dit, maintenant, voilà, je passe pas une journée sans apprendre un truc, même un petit. Mais c'est fondamental parce que sinon, après, tu perds tout l'intérêt pour ce que tu fais. Alors, je comprends qu'on soit là, certains sont peut-être là parce qu'ils gagnent leur vie et que c'est un credo qui rapporte de l'argent, très bien. Moi, je fonctionne pas comme ça. J'ai besoin de l'intérêt pour mon travail. J'ai besoin de l'intérêt, j'ai besoin d'apprendre. Et au contraire, je pense que plus tu avances et plus ta soif d'apprendre se développe. Plus tu apprends, plus ta soif d'apprendre se développe. C'est ça qui est génial. Comment est-ce que tu fonctionnes généralement avec tes clients au niveau des contrats? Est-ce que tu es plus au forfait, en régie? Comment est-ce que tu t'organises? Euh, j'ai plutôt tendance à travailler. Alors, ça va dépendre. Par exemple, avec les anglo-saxons, on travaille plutôt à l'heure ou à la journée. Avec les Français, on travaillerait plutôt au forfait. Je crois qu'il y a une question il y a une question de réticence dans le manque de visibilité. Les boîtes françaises ont souvent besoin d'avoir de la visibilité sur combien le projet va leur coûter. Ils ont aussi pas les mêmes façons de raisonner. Maintenant, ça change un peu, hein, mais il y a encore quelques années, les boîtes françaises avaient plutôt tendance à raisonner en termes de dépenses sur un projet
Les anglo-saxons raisonnent en termes d'investissement. Et ça ne fait pas du tout le même résultat, ça ne fait pas la même chose quand tu discutes avec le client, parce qu'un client qui pense en termes d'investissement, il va investir sur de la techno, sur du produit, sur quelque chose qui va lui permettre de gagner de l'argent. Et il n'a pas forcément besoin de savoir au départ, il veut avoir une idée de ce que ça va lui coûter, mais il ne va pas travailler de la même façon qu'une boîte qui dit, bon, mon budget c'est 10 000 pour faire ça, pas plus. On ne raisonne pas de la même façon. Voilà. Donc, j'ai tendance à préférer ce genre d'optique. Après, un travail au forfait, ça m'arrive, hein. J'ai plutôt une préférence pour dire au client, voilà, une enveloppe sur laquelle on va travailler. Parce que tu as toujours des aléas. Tu sais bien qu'en développement, il n'y a rien qui est figé, hein. Donc, Oui. des fois, on peut passer 3 jours sur un problème stupide et résoudre en une journée ce qu'on pensait faire une semaine. Donc, il n'y a pas de règle. Ce qui fait que pour que ça se lisse au fil du temps, faut que tu partes sur une enveloppe qui va dire au client, voilà, le projet, moi, grosso modo, ça va être entre ça et ça, en termes de temps de développement, en termes de coût. Il faut que tu protèges, parce que si tu ne te protèges pas en tant que freelance, si tu dis fermement, moi j'ai vu des cas, j'ai eu des copains qui s'est arrivé aussi, hein, à mettre 2 ou 3 fois le temps qu'ils avaient prévu pour faire un projet au forfait. Donc ça veut dire que c'est une perte sèche pour toi, parce que tu vas travailler 2 mois pour le prix d'un. Donc si tu veux livrer ton produit et pas laisser le client tomber, tu vas devoir y mettre de ta poche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter quand tu es un freelance, c'est être capable Mhm. d'anticiper et être capable de planifier ton travail, de savoir combien il va te prendre de temps. Et ça, c'est le plus dur. C'est beaucoup Co- d'expérience et co- Ouais, beaucoup de flair. de flair. Comment est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu vas... Parce que même parfois, un client, il vient te voir, il n'a pas forcément un cahier des charges qui est complet. Comment est-ce que tu vas... est-ce que tu vas vraiment le questionner? Est-ce que tu vas avoir une phase d'analyse qui va être euh, plus ou moins grande et assez structurée, assez rigoureuse? Comment est-ce que tu parviens à éviter ce genre de débordement? Ah bah justement, c'est très important parce qu'un client, c'est rarement où il veut aller. C'est-à-dire qu'un client, en général, il a une idée de ce qu'il veut comme produit. Par contre, surtout s'il ne connaît pas trop, par exemple les applications mobiles, etc., il ne va pas savoir le détail de ce qu'il veut. Ça va être à toi de lui proposer. Et on est des freelances, mais on est des consultants. Et dans le consultant, il y a conseil. Et on est là pour conseiller nos clients, parce que la valeur qu'on leur apporte, c'est aussi le conseil qu'on peut leur apporter, notamment en termes du X, en termes de réalisation, en termes de fonctionnalité. Moi, ça m'est arrivé de réfléchir sur des produits à des fonctionnalités, de dire à mon client, ça ne marchera pas. Euh, c'est très bien ce que tu proposes, mais ça ne marchera pas du tout. Alors, moi, ça m'est arrivé, hein. Je suis une À appli quel il y a niveau pas ça très marchera longtemps. pas? Euh, Alors, ça peut être au niveau business. J'ai eu des cas où je suis arrivé sur une appli, le client me l'a présenté, m'a dit, bon, alors est-ce que ça t'intéresse de faire ça? J'ai dit, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, vous n'allez pas gagner d'argent. Après, moi, j'ai donné mon avis. Donc, je fais le boulot pour lequel on me paye. Mais si tu veux, ce qui m'intéresse aussi, c'est que mon client fonctionne. Parce qu'un client qui a du succès, c'est un client qui va revenir avec toi et qui va travailler avec toi plusieurs fois ou plus longtemps. Donc, c'est très important que tu aies une synergie. Donc, tu es aussi là pour leur faire profiter de ton expérience, de ton opinion, même si des fois, tu dois un petit peu rester en retrait parce qu'ils ont leur propre décision. Maintenant, ça t'empêche pas de donner ton avis de façon plus ou moins diplomatique et de dire, voilà, ça et ça, ouais, super, ça par contre, je suis pas sûr que ce soit la bonne approche ou la bonne méthode. Ça m'est arrivé sur de l'UX. Il y a eu des cas où on a passé une semaine à faire un écran sur lequel bon, j'avais dit à mon client, écoute, moi je pense que ce truc-là, ça marchera pas au niveau UX, ça va pas être agréable à utiliser. On l'a fait, on a testé, on a mis en service auprès de l'utilisateur, qu'on dit c'est pourri, donc on a refait. Voilà. Mais ça fait partie, c'est une question d'expérience aussi. Après, tu n'es pas obligé de le faire, mais ça fait partie de ton approche de consultant. Et je crois, j'ai toujours trouvé que les clients appréciaient ce genre de choses. Il faut rester humble aussi avec eux parce que tu n'as, enfin, t'as pas forcément grand-chose à leur apprendre. En revanche, poser les bonnes questions, ça c'est très important. Parce que quand tu approches un projet, tu dois forcément aller rentrer au fond des choses, ne serait-ce que pour ne pas te planter sur ton estimation. Parce que ton estimation, elle va dépendre de ta compréhension du projet. Donc ça veut dire que tu dois vraiment aller au fond des choses et chercher, chercher, chercher jusqu'à ce que tu trouves les points de contention, les endroits qui vont te prendre du temps. Voilà.
Parce que c'est ça qui est le plus important finalement. Et en faisant cette démarche, justement, c'est là que tu peux lever des lièvres et dire, oh là, attention, vous n'avez peut-être pas pensé à cet aspect-là, on n'a pas vu ça, quels sont les process qu'on doit mettre en place pour cette partie, etc. Donc ça va aussi aider le client à réfléchir à ce qu'il veut, parce que il n'a peut-être pas forcément pensé à tout. Donc il y a une interaction, c'est une synergie. Et il faut établir un dialogue avec le client. C'est un travail de freelance, c'est jamais à sens unique. Si c'est que à sens unique, pour moi, c'est jamais à sens unique. Après, ça peut l'être, mais pour moi, c'est vraiment ce dialogue qui est fondamental et ça fait partie de ta relation avec le client. Ça fait partie de ta bonne relation avec le client. C'est justement d'être en dialogue permanent. Tout à l'heure, tu as dit que avec un client dernièrement, tu lui avais dit, je pense pas que ça va marcher d'un point de vue business. Qu'est-ce qui Oui. t'a fait penser ça? Euh, Si ton client t'approche avec une super idée d'appli, la première question que tu lui poses, c'est comment est-ce que vous monétisez l'appli? Comment vous allez gagner de l'argent avec ça? C'est la base, hein. Quand tu montes un business, il faut que tu saches comment tu vas gagner de l'argent. Quand tu fais une appli, c'est pareil, parce que tu pas une idée géniale, mais ton idée géniale, est-ce qu'elle va te rapporter quelque chose? Comment est-ce que tu vas gagner de l'argent avec ça? C'est la grande question. Et si tu poses la question à tes clients, tu seras surpris d'avoir des fois des réponses qui sont assez évasives. Euh, Ça peut être, bon, on va faire plus tard, on va faire l'appli parce qu'elle est super. Bon, ok. Mais à terme, il faut à un moment donné savoir, parce que c'est un peu la base du business, hein, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Donc comment est-ce que tu vas gagner de l'argent et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble à plus long terme. Voilà. Donc, Est-ce que tu refuses certains clients parce qu'ils ont... Pardon. Est-ce que tu refuses certains clients parce qu'ils ont un budget justement que tu sens qui est trop bas et qui du coup tu vas être amené à développer une coquille vide? ouais, non, je fais pas ça en fait. On parle d'argent assez rapidement avec les clients, notamment au niveau volume de travail. Et effectivement, si on voit que ça correspond pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais pas me forcer à prendre un projet si je sais que à l'arrivée le client ne pourra pas. Voilà. Peut-être qu'il faudra qu'ils prennent un développeur plus junior, qui sera moins cher, ou voilà, j'en sais rien. Mais si t'as pas le budget pour faire un produit, t'as pas le budget pour faire un produit. Donc après, je veux dire, un client est libre de chercher un freelance qui va travailler à son prix. Voilà, et qui va accepter ses conditions. Maintenant, moi, je suis assez méfiant au niveau des projets, justement, parce que la première chose que je fais, ça va être une estimation, hein, d'avoir la plus précise possible de, de combien de temps ça va me prendre, combien ça va coûter au client et où est-ce que je mets les pieds. Parce que je ne vais pas m'engager sur un projet non plus, je ne fais pas n'importe quoi. Justement, quand tu es freelance, tu dois au contraire bien regarder où tu mets les pieds. Donc, ça veut dire choisir tes projets soigneusement. Si tu as le choix de ne pas prendre n'importe quoi, parce que il faut aussi à la fois que tu apprennes des choses, que tu gagnes de l'argent, que tu fasses un truc qui soit enrichissant, qui t'amuse, voilà, qui soit aussi, dont tu sois fier, que tu puisses montrer après, un produit que tu puisses montrer à d'autres et que tu aies envie de montrer, ça c'est ça la base. Donc non, non, c'est le côté business, le côté, voilà. Après, ça peut être, tu as des clients qui ont besoin d'appli, par exemple, une appli corporate, tu prends une grosse boîte, ils ont une appli, ils ont besoin d'une appli plus pour l'image, on n'est pas dans les mêmes conditions, bien sûr. Mais si c'est une startup qui fait un produit et qui va en vivre, là c'est vachement important de discuter comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent parce que ça peut aussi t'aider toi à leur suggérer des façons de mieux vendre leur truc. Voilà, est-ce que si tu as de l'in-app purchase par exemple, tu vas avoir peut-être des meilleures approches de rendre la chose vendeuse. Tu peux amener ton expertise là-dessus. Euh, Tu disais que tu travaillais beaucoup à l'international. Euh, Comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients? J'imagine que tu travailles à distance, du coup, quand tu travailles avec une boîte américaine. Comment ça se passe dans ces cas-là, en termes d'organisation? Alors, quelle que soit la boîte, je ne travaille qu'à distance, je fais pas de régie. Donc, je n'ai pas envie de sortir de chez moi, je suis un peu un ermite. Je dis toujours en rigolant que j'aime pas les gens, ce qui est pas vrai en fait. J'aime bien les gens, mais j'aime bien les choisir. Voilà. Non, non, c'est important. Et donc, quand je travaille avec une boîte américaine, ce qui m'arrive souvent depuis très longtemps, en fait, je fais depuis très longtemps, on travaille que à distance et donc on travaille alors maintenant beaucoup par Slack. Là, je suis sur un projet où on fait un Zoom par jour, par exemple. Tu vois, on a un daily stand-up
qui va faire que en fin de journée pour moi, en début de journée pour eux, voilà, on fait le point sur ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, Ça, c'est une méthode de travail qui est assez intéressante d'ailleurs pour moi, parce que c'est la première fois que je suis confronté à ça. Mais sinon, non, on travaille entièrement à distance, donc on met en place les outils qui vont bien. Ça peut être un Trello, ça peut être un Slack, ça peut être les mails, pas trop, parce que les mails, c'est pas assez réactif. Voilà. J'aime bien Oui. avoir un Slack. Alors forcément, tu as toujours des notions de décalage horaire, donc ça veut dire que quand tu es freelance et que tu travailles avec l'étranger, tu vas devoir t'adapter. Des fois, tu vas faire un conf call à minuit. Des fois, voilà, il faut être un peu flexible. Moyennant quoi, tu peux trouver des projets super intéressants si tu es prêt à faire des concessions sur parfois des horaires de travail qui vont être un peu décalés, etc. Donc c'est un choix personnel, mais moi, travail à distance, on est content, on a tous les outils aujourd'hui pour faire ça. Et puis on voit bien avec le confinement que maintenant on n'a plus le choix, donc on est Ouais. obligé d'avoir les outils. Voilà. Mais c'est là qu'on découvre, voilà, j'ai découvert sur le projet sur lequel je travaille des super outils que je connaissais pas euh, pour travailler en équipe. Euh, donc c'est, non, Lesquels? on a tout ce qu'il faut. Là, on est sur Notion, un truc qui s'appelle Notion, Notion.so. Oui. C'est absolument génial. Je connaissais pas du tout. Voilà. Ah ouais, leur interface est très sympa, je trouve. C'est très joli. Ouais, c'est J'avais très joli, utilisé. c'est très efficace, c'est très bien pensé parce qu'en fait on peut faire, on peut mettre plein de contenus sous des formes différentes. Au niveau collaboratif, c'est vraiment très bien pensé. C'est une boîte qui, pour la petite histoire d'ailleurs, a failli mourir en 2015. Ah oui? Quand ils ont commencé, ouais, parce qu'ils ont fait une première version qui plantait un peu dans tous les sens. Leur stack technique qui était pas terrible. Et les fondateurs, en fait, j'ai lu un article là-dessus sur le blog de Figma. C'est super intéressant. En fait, les deux gars qui ont monté la boîte, ils ont viré toute l'équipe, ils sont partis au Japon. Ils ont passé un an en slip dans un appart à travailler 7 jours sur 7 à repenser leur concept. Non, mais c'est une histoire de fou en fait. Et les mecs sont partis dedans à fond. Ils sont partis au Japon parce qu'ils parlent pas la langue et comme ça, ils n'avaient aucune chance d'être perturbés. Euh, et ils se sont concentrés complètement sur leurs produits et ils ont refait le projet complètement. Ils ont repensé. Ils ont eu une approche super intéressante. D'ailleurs, c'est une approche intéressante en termes de développement de produits. Ils ont itéré très très vite sur des dizaines de façons de présenter les choses. Ils en ont sorti plein. Et ils ont testé plein de scénarios jusqu'à arriver à trouver celui qui leur convient. Et j'avais jamais pensé la conception d'une appli dans ces termes-là, mais finalement, c'est pas idiot. Voilà, quand tu peux le faire, c'est pas idiot. Donc de tester plusieurs approches pour voir celle qui marche le mieux avant de te lancer vraiment dans une approche profondément et dans des développements plus lourds. C'est ça, en fait, ils ont exploré des dizaines de workflows différents jusqu'à trouver celui qui faisait le déclic, qui marchait. Ouais. Je me souviens, je l'ai utilisé moi en 2018 quand je me suis lancé en freelance et j'avais un projet aussi en mode éditeur de logiciels pour collaborer avec mon stagiaire de l'époque. Et ouais, on trouvait ça super utile parce que c'est un genre de Google Doc quelque part, puisque chacun a accès aux fichiers, on peut les modifier en temps réel, etc. Donc ouais, je Ouais. trouvais l'approche géniale et je me souviens même avoir envoyé un tweet en leur disant ouais, il est génial votre produit, continuez, je crois. Donc ouais, c'est un super outil. Ouais, Comment est-ce voilà. que comment pardon? Non, non, je suis totalement d'accord. Ça fait partie de la palette d'outils en fait. Comme Trello, j'ai beaucoup travaillé avec Trello. Trello, on l'utilise d'ailleurs pour l'écriture des livres chez Wonderlic. Ça fait partie du process. D'accord. Trello. Donc, Tes missions aujourd'hui à l'international, tu les trouves par ton réseau oui. ou est-ce qu'il y a des sites américains de freelance ou de missions sur lesquels tu vas? Non, non, c'est que du réseau. C'est que du réseau, c'est de la présence souvent sur les Slack. Ça m'est arrivé assez fréquemment de trouver du boulot sur des Slack. Tu es là, tu es présent, tu discutes avec les gens et puis un jour quelqu'un t'approche en disant voilà j'ai ça comme mission pour vous, ça vous intéresse? Donc la participation non seulement aux conférences mais aux réseaux sociaux est super importante. Ça fait partie de ton réseau, mais le réseau ça fait tout. C'est là que tu as les projets les plus intéressants. En général, les projets les plus intéressants ne sont pas forcément dans les annonces. Mhm. Ok. Merci beaucoup Florent pour ce podcast. Merci à toi Lilian, Euh, c'est un plaisir. euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi, si on a envie de faire un atelier de workshop? euh, Comment est-ce qu'on te contacte?
Le plus simple, c'est sur LinkedIn, fpilé, ou alors sur Twitter, fpilé, ou sur Gmail, fpilé. J'ai un petit peu partout. Et sinon, C'est cohérent. sur les Slack français, je suis sur Swift Baguette, sur Cocoheads Paris. Je suis aussi sur le Slack de Eric Swift, même si je participe moi en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail sur le projet sur lequel je suis actuellement. On a un Slack sur Combine, voilà. Le Slack, c'est une bonne façon de me contacter aussi. Donc, sans hésitation, Slack, c'est bien. On peut discuter et j'ai souvent l'occasion d'ailleurs d'échanger avec des gens sur Slack qui ont des questions sur tel ou tel et je réponds avec plaisir. Super. Merci beaucoup Florent et à bientôt. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.